On a donc vu toute la première partie des réglages globaux qui nous permettent de travailler sur le développement de notre photo. Ce que l'on va voir dans la séquence qui vient maintenant, c'est d'une part deux fonctions qui nous intéressent pour toujours vérifier ce que l'on fait et se garder la possibilité de revenir en arrière quand on en a envie. On est bien dans du traitement non destructif de la photo. Et d'autre part, une fois qu'on aura vu ces deux fonctions-là, eh bien, on va travailler sur la suite du développement global de la photo, avant, dans une dernière séquence, de voir les retouches locales que l'on peut effectuer. Donc, on va rester ici sur le panneau à droite sur lequel on a travaillé tout à l'heure, et on va aller vérifier maintenant dans la partie gauche ou dans les différentes modalités d'affichage ici, comment est-ce que l'on peut vérifier le chemin parcouru. Alors, la première possibilité, c'est d'aller ici afficher comme on l'a vu. On va ouvrir maintenant notre panneau, enfin fermer notre panneau gauche pour ouvrir notre panneau central, et on va pouvoir effectuer une mesure visuelle du chemin accompli entre, vous voyez qu'on peut travailler sur les détails en cliquant sur le zoom, voir un petit peu ce qu'on a fait dans les zones écritées. Donc entre ce qui était au départ à gauche, le fichier de départ, et le fichier d'arrivée à droite, et on voit clairement tout ce que l'on a pu gagner, tout ce que l'on a pu éviter comme perte de données, etc. Donc ça, c'est une première façon de travailler, avant, après. L'autre façon de vérifier, je reviens à mon panneau gauche, le chemin que l'on a accompli, c'est de dérouler l'historique. Dans cet historique, avec la molette de la souris, vous voyez, je fais défiler, on retrouve toutes les opérations que l'on a fait depuis le début qui est en bas et les dernières opérations en haut. Si je veux regarder où j'en étais au départ, je peux revenir à mon importation, c'est-à-dire le moment où j'ai importé la photo d'origine, et je peux retracer toutes les étapes que l'on a franchies, vous voyez, en cliquant sur n'importe laquelle des lignes. Si par exemple je me dis ici c'est pas mal, mais tout ce qui suit je ne veux pas, ben, je me replace ici, et avec mes curseurs je vais pouvoir rebouger mes curseurs, et à ce moment-là toute cette partie-là supérieure sera effacée et remplacée par les nouvelles actions. Par contre, on peut très bien se dire, tiens, là, finalement, cette photo-là, ce contraste-là, on ne sait jamais, c'est un effet qui pourrait montrer mon mauvais goût à tout le monde, donc je veux le garder de côté, on ne sait jamais. Je vais créer à ce moment-là ce qu'on appelle un instantané. Un instantané, ça va sauvegarder l'état de ma photo à ce niveau de mon historique. Si je clique sur le bouton droit de la souris, je fais créer un instantané et je vais donner un mot, enfin un nom à mon instantané, bon goût. Et cet instantané, je vais pouvoir le retrouver ici dans mon menu déroulant instantané. Alors je peux créer autant d'instantanés que je veux. Vous voyez que dans mon historique, la création d'instantané, c'est affiché. Je peux aller créer un instantané, par exemple ici. Alors celui-là, je vais lui garder le nom qu'il y a là. Et puis, voilà, ça suffit. Je vais pouvoir maintenant aller dans instantané. Je retrouve mon bon goût. Je retrouve mon écrêtage noir. Et si je reviens à mon historique, je vais retrouver mon réglage auquel j'étais parvenu avant de créer mes instantanés. D'ailleurs, je peux très bien créer ici un instantané qui sera beaucoup plus explicite. On va l'appeler, c'était les réglages de base. 1, puisque l'on a travaillé que la première partie des réglages de base. Ces autres instantanés ne nous intéressent pas beaucoup, donc je vais cliquer sur le bouton droit et je vais les supprimer. Bouton droit, supprimer, pour ne garder que celui-là qui pourra nous être utile pour comparer notre chemin tout à l'heure.
Voilà donc deux outils qui sont très utiles et qu'il ne faut pas oublier de garder de côté pour toutes les utilisations qu'on voudra en faire. Je voudrais revenir malgré tout sur la petite manipulation de tout à l'heure, à savoir baisser au maximum les hautes lumières et monter au maximum les ombres, de façon à révéler tous les détails de la photo. On a obtenu, grâce à cette manipulation et à la fixation du point blanc et du point noir, une photo dont le rendu est assez agréable, est assez naturel. Cela dit, si on regarde l'histogramme, la caractéristique de cette photo, c'est d'avoir une gamme de tonalités qui s'étend sur à peu près toute la dynamique. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a favorisé en changeant nos curseurs ici. Si je réinitialise ma photo, on voit que même dans le déséquilibre qu'elle présente, avec des tonalités lumineuses très fortes et peu de tonalités sombres, on a quand même une répartition des tonalités sur l'ensemble de la dynamique. Je vais revenir à ma photo. Voilà. Donc là, l'arrivée. Si maintenant je compare cette photo avec une autre qui pourrait être celle-ci, et qu'on regarde l'histogramme de cette nouvelle photo, on s'aperçoit qu'ici, la courbe des tonalités est très centrée, avec aucune tonalité, aucun pixel affecté en tout cas par les tonalités dans les lumières, et aucun pixel affecté par les tonalités dans les ombres. Ce qui veut dire que si on procède à la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que je baisse les hautes lumières, je monte les ombres, que je fixe le point blanc à la limite, voilà, à la limite de l'écrêtage, et idem pour le point noir, on va arriver à une photo qui va être totalement bizarre au niveau des teintes. Le rendu va être totalement pas naturel du tout, on va dire. Ce qui prouve que cette manipulation a ses limites. Donc quand on voit qu'on en arrive là, il ne faut pas hésiter à rejouer sur nos curseurs, revenir en arrière, de façon à rétablir un équilibre des tonalités qui soit beaucoup plus esthétique. Et on voit que là, on retrouve effectivement des tonalités qui sont plutôt centrées à droite, ce qui est logique. D'ailleurs, on peut rebaisser un petit peu ici les lumières, voilà. On peut même sous-exposer un petit peu, voilà. Le peu de rouge qui reste ici n'est pas vraiment gênant. Mais en tout cas, on a des tonalités, des couleurs qui sont naturelles. Donc il ne faut pas hésiter à faire des marches arrière et à adapter la démarche ici de réglage des lumières, des ombres, du point blanc, du point noir, de façon à ce que le rendu soit correct. On va maintenant revenir à la photo sur laquelle on travaillait et on va continuer notre développement. Nous sommes toujours sur un développement global, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de la photo, je le précise. Tout à l'heure, nous irons vers des retouches limitées à certaines zones de la photo, mais on garde bien à l'esprit qu'on est sur un développement global. On va maintenant, après avoir vu les réglages de base, dérouler le deuxième sous-menu, qui est la courbe des tonalités. C'est là où on va travailler en particulier plus finement sur la courbe des lumières et des ombres, de façon à augmenter, réduire le contraste. Alors il y a plusieurs façons de travailler ici. On retrouve l'histogramme de la photo, l'histogramme compressé ici par rapport à celui-ci, mais c'est la même courbe, vous voyez, on a les mêmes pointes qui arrivent ici, et on a une diagonale neutre, une droite, qui correspond à l'équilibre actuel des tonalités. Si je place mon curseur sur les triangles qui sont en fin de compte des curseurs également ici sur cette courbe de tonalité, on s'aperçoit que la courbe est divisée en 1, 2, 3, 4 zones. Ces zones sont une division en régions, c'est ce qui s'appelle ici une région, en zones de lumière. C'est-à-dire on va avoir les hautes lumières, les tons clairs. Donc les hautes lumières, c'est ici, ce sont la phase la plus éclairée de l'image.
les tons clairs qui représentent cette deuxième zone, les tons sombres qui sont cette zone à gauche de la moyenne, et les ombres qui sont les sombres plus profonds qu'on a à l'autre extrémité. Et on va pouvoir jouer ici sur nos 4 curseurs pour faire varier pour faire varier la courbe en fonction de ce que l'on va obtenir. Par exemple ici, si je vais vers la droite, je vais augmenter les hautes lumières et on voit que la courbe se déforme simplement entre cette première ligne ici virtuelle et le bord de l'histogramme. Elle se déforme vers le haut, c'est-à-dire qu'on ajoute des pixels liés à la lumière. Et on voit aussi réapparaître du coup ce qu'on avait voulu éviter tout à l'heure, c'est-à-dire les zones d'écrêtage. On pourrait faire la même chose avec la deuxième zone, où on voit ici qu'en faisant varier, on fait varier les zones un petit peu moins claires, les tons moins clairs. Les tons sombres, on va les tourner vers la gauche, et les tons très sombres vers la gauche également. Et vous voyez qu'on arrive à une courbe, alors là c'est un petit peu bizarre notre courbe, parce que j'ai été un petit peu de façon irrégulière. Donc quand on veut effacer ce qu'on vient de faire, on a ici le mot région, on va double-cliquer dessus et on remet les curseurs à 0. Donc ça c'est la première façon d'agir pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire par les curseurs. La deuxième façon d'agir, c'est de faire la même chose, mais en allant, vous voyez, quand je me balade près de la zone, je vois une ombre claire, enfin une zone claire formée autour de la zone qui va être influencée par mes réglages, vous voyez, et un point qui se déplace. Ce point, je peux aller le saisir à n'importe quel endroit et le déplacer vers le haut, vers le bas. Et je peux ainsi créer une courbe selon les 4 zones qui va m'amener à faire exactement la photo que je veux. Alors là, je le fais au hasard, évidemment. Ça ne rend pas du tout quelque chose de satisfaisant parce que j'étais déjà arrivé à quelque chose qui me satisfaisait. Mais vous voyez le principe, soit je saisis la courbe et je modifie les différentes zones avec tous les extrêmes que l'on peut trouver, soit je reviens à 0 ici en double-cliquant, je fais la même chose mais à partir de mes curseurs. Double-clic, retour à 0. Donc ici, c'est un réglage de base qui va nous servir quand il y a encore besoin d'affiner les réglages auxquels on a procédé dans cette première partie. Le troisième menu auquel je peux accéder, qui est TSL pour teinte, saturation, lumière, va me permettre d'effectuer des réglages plus en finesse des différentes tonalités. Et là, je ne vais plus être par nombre de pixels affectés, comme tout à l'heure, je vais être par valeur de tonalité. Et on va pouvoir travailler sur les 8 canaux de couleurs qu'on obtient dans une image telle que nous l'a fourni l'appareil photo: rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, violet et magenta. L'idée, c'est de pouvoir travailler sur chacune de ces tonalités de façon à apporter un réglage le plus spécifique aux couleurs simplement affectées dans la photo et pas sur toute la photo à la fois. Donc on est déjà à la limite ici du réglage local et du réglage global. Personnellement, c'est un réglage que je fais après avoir travaillé sur les autres menus, mais puisqu'on est ici, on va voir exactement comment il fonctionne. Dans ce panneau, je vais surtout m'attarder sur les 2 réglages ici que sont saturation et luminance. Alors quand j'affiche tout, j'ai en fin de compte les 3 zones de réglage teinte, saturation, luminance qui s'affichent à la suite. Alors la teinte, ça va être la nature simplement de la couleur. On peut affecter sur chacun des 8 canaux la nature de la teinte, mais je vais plutôt m'intéresser à saturation et luminance. Les 2 vont en complément l'un de l'autre. Si je trouve par exemple que mon ciel ici est un peu pâle ou que mon eau ici est un peu pâle,
on va plutôt aller là-dessus au début. On va pouvoir travailler uniquement sur ces canaux. Alors là, on voit qu'il y a du vert, peut-être un peu de turquoise. Donc on va aller saisir le curseur vert et vers la droite, je vais augmenter les valeurs. Et vous voyez que mes verts deviennent de plus en plus profonds, saturés. Le turquoise, eh bien vous voyez qu'il me fait, il apparaît sur une autre zone qui est plutôt située, vous voyez, dans ces petits creux au milieu du vert. Double-clic, je reviens à 0. Donc le vert, on regarde bien ces zones-là et on voit bien qu'il sature. Le turquoise, ici, va saturer également. Le problème, c'est que l'ensemble de ces zones, c'est une combinaison de vert et de turquoise. Et éventuellement, pour cette zone par ici ou par là, il y a un peu de bleu, je suppose aussi. Voilà, alors, le bleu il est en haut, mais on en voit apparaître aussi dans ce coin-là. Donc il y a une autre façon de procéder qui est encore plus simple. Si je veux dire c'est cette couleur-là, cette zone ici que je veux saturer, eh bien je vais venir cliquer ici sur ma petite icône, je clique, elle s'allume, et vous voyez que mon curseur ici prend la forme de l'icône et d'un petit plus qui me montre l'endroit que je vais déterminer. Si par exemple c'est ici que je veux déterminer, je clique ici, et avec la roulette de ma souris, en passant d'un côté, vous voyez que je vais saturer, en fin de compte, j'avais dit tout à l'heure vert et turquoise, mais je suis plus dans le jaune et le vert, donc comme quoi l'œil ne perçoit pas forcément toutes les nuances, les composantes. Si je vais dans l'autre sens, je vais désaturer au contraire ces couleurs, et je m'aperçois là aussi, vous voyez que si je vais à fond, eh bien je perds totalement le jaune et le vert, et j'ai une zone qui paraît presque monochrome par rapport au reste. Mais je n'ai pas touché à toutes ces valeurs ici, ni à celles-ci, qui sont situées dans les rouges. Ne pas oublier, si on quitte l'image, de recliquer ici pour désactiver. Vous voyez que mon curseur est revenu à sa forme normale. On peut faire la même chose. Alors je vais double-cliquer sur saturation, le titre, qui me remet tous mes curseurs à 0. On va avoir le même type de fonctionnement, mais cette fois-ci pour la luminance. C'est-à-dire que pour chacune des couleurs choisies, si je reprends mon vert, je peux lui mettre plus de lumière, moins de lumière. Si je m'occupe du bleu, je peux lui mettre plus de lumière, moins de lumière. Mais je ne joue pas sur la saturation, je joue uniquement sur la luminance de chacune des couleurs, chacun des canaux de couleurs. De la même façon, si je viens cliquer ici sur mon icône, mon curseur change de forme. Si je vais ici cliquer dans le bleu, je descends ma molette, je m'aperçois que je suis en train de descendre ma luminosité, et là on voit que ce bleu il est constitué avant tout de bleu et d'un tout petit peu de turquoise. Je reclique, si je monte au contraire ma molette, je vais faire l'inverse et je vais totalement éclairer mon ciel. Malgré tout, il n'est pas désaturé, on garde une teinte bleue, bleutée, mais qui est cachée, j'allais dire, par la lumière, la luminosité qu'on lui a donnée. Donc ça, à utiliser à votre rythme, soit s'il y a quelque chose de très évident dans l'ordre où il est proposé, soit moi je reviens plutôt à la fin. Ce sous-menu ici, je le laisse de côté tout simplement parce qu'il n'apparaît que dans la toute dernière version de Lightroom et que je ne le maîtrise pas encore. Donc on le laisse de côté. Par contre, celui-ci, important, le détail, c'est celui qui va nous permettre de fixer les paramètres de netteté en particulier. Donc on a deux zones, une zone netteté et une zone sur laquelle on va travailler aussi sur réduction du bruit. La zone de netteté, c'est là où on va jouer sur 4 curseurs qui vont nous permettre d'affiner la netteté
de l'image. Il faut bien comprendre que pour afficher cette image, qui est une simulation JPEG faite par le logiciel à partir de notre fichier RAW, le logiciel a fixé, selon ses propres algorithmes, un minimum de netteté pour que la photo soit visible, mais cette netteté n'est pas forcément absolue. On voit par exemple ici que les personnages, on pourrait peut-être en gagner un petit peu, dans les arbres aussi. Donc on va venir essayer de gagner de la netteté sur l'image. 4 curseurs, gain, c'est le volume entre guillemets de netteté que l'on va ajouter à la photo. Vers la droite, très fort, vers la gauche, un peu moins fort. Le rayon, c'est la zone sur laquelle va influencer notre gain. Plus le rayon est élevé, on voit que par défaut il est situé à 1, 1.0. Vous voyez, je peux le faire varier. Plus il est élevé, plus la zone qui va être affectée sera large. Plus le rayon est réduit, plus la zone sera précise. Alors quand on parle de zone, c'est quelque chose de très petit, hein. C'est des zones par rapport aux pixels qui sont intéressés, et non pas par rapport à l'ensemble de l'image. Personnellement, je descends toujours ce rayon à 0,7. C'est un peu les conseils de départ, et l'expérience m'a fait dire que j'étais assez content de ce que j'avais là. Le détail, c'est quelque chose de très fin, on a du mal à voir, je trouve, à moins d'aller dans les extrêmes, on a du mal à voir ce que ça apporte. C'est un réglage encore plus fin de l'effet qui va être donné par le gain. Et le masquage, c'est quelque chose qu'on va trouver dans plusieurs menus, c'est ce qui va nous permettre de voir un peu l'effet, de simuler l'effet. Pour aller au masquage, il faut toujours que j'appuie sur la touche Alt, et ensuite que je saisisse mon curseur. Et là, vous voyez, j'ai du blanc qui apparaît. Et quand je vais vers la droite avec mon curseur, je vois du noir, plus ou moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est blanc va être affecté par mon réglage de gain et de rayon et de détail. Tout ce qui est noir est transparent et donc laisse l'image telle qu'elle était au départ. Ça, c'est particulièrement intéressant quand on a une image sur laquelle on veut intervenir de façon localisée. Par exemple, ici, il est évident que ma netteté, j'en voudrais un peu plus sur les feuillages que sur l'eau, qui est une zone un peu plate, qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus de netteté. Donc, dans mon masquage, ici, je vais aller tirer mon curseur jusqu'à quelque chose comme ça, voilà, où je vais ne pas influencer, vous voyez, toute la zone du bassin, ne pas influencer le ciel, ne pas influencer les aplats qu'on trouve par ici. Par contre, tous les détails, je vais pouvoir renforcer la netteté. Et là, je vais rajouter du gain. Alors, n'allez pas trop loin, hein, cinquantaine, soixantaine de points, c'est déjà pas mal. Si on en rajoute de trop, on va avoir des petites déformations au niveau des pixels qui vont arriver et qui ne seront pas très heureux. Ça va souligner des petits traits qui ne seront pas forcément très jolis. Et si je m'approche maintenant de ma photo, je ne sais pas si vous voyez, mais là je vais aller exprès un peu plus loin, mais sur les feuillages, on voit bien quand je vais d'un extrême à l'autre, qu'on arrive plutôt flou ici, très piqué ici, mais peut-être trop piqué, donc je vais aller par là. Et je me rappelle que c'est pas la peine que je regarde mon bassin, puisque le bassin étant noir n'est pas affecté par les réglages que je donne. Après avoir réglé la netteté, je vais m'occuper du bruit. Alors il faut rappeler peut-être rapidement et sommairement ce qu'est le bruit. Le bruit, c'est un ensemble d'artefacts qui sont créés artificiellement par différents éléments du système photographique. Il se caractérise avant tout par un grain peu esthétique, à la différence du grain qu'on avait dans les pellicules argentiques qui était aléatoire et qui donnait un certain charme. Ici, le grain ou l'apparence de grain qu'on a avec le bruit, c'est plutôt désagréable, peut-être parce qu'il n'y a justement pas ce côté aléatoire. Alors ce bruit, il vient d'où ?
il vient notamment de la qualité du boîtier et en particulier du capteur, et d'autre part de la sensibilité ISO que l'on a utilisée pour la photo. Grosso modo, plus la sensibilité est élevée, plus on va voir du grain apparaître. Donc là, il faut connaître son appareil photo, savoir à peu près quelle est la valeur ISO maximale à laquelle on peut aller sans avoir un grain qui est trop gênant. Mais on peut toujours aller un petit peu au-delà, puisqu'on va pouvoir corriger une partie de ce bruit, je dis le grain, mais de ce bruit, par le biais de Lightroom. Alors il y a deux types de bruit. Il y a ce qu'on appelle d'abord un bruit de luminance, ce qui est le plus fréquent, ce qui est le plus visible. Est-ce qu'on va surtout arriver à corriger en premier. Et puis dans certains cas, en particulier quand on a beaucoup de zones sombres, on peut avoir ce qu'on appelle aussi un bruit de couleur qui lui se marque quand on agrandit par des petits pixels colorés qui arrivent au milieu des pixels normaux. L'objectif du débruitage, ça va être de faire disparaître, ou au moins, si le bruit est trop important, en tout cas de réduire dans une proportion acceptable, le bruit de l'image. Pour savoir où est le bruit, il faut qu'on trouve une zone d'aplat. Alors ici, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup, mais on va aller chercher cette image ici, que je vais agrandir. Et là, on voit que sur cette zone-ci, par exemple, on voit bien qu'il y a une granulation qui apparaît dans les zones. Alors, plus les zones sont sombres, plus ça apparaît, mais évidemment, plus la luminance est basse, moins on le voit. Donc si par exemple sur cette photo-là, je vais remonter, je vais augmenter, je vais éclaircir les ombres de façon artificielle, là on voit clairement du grain qui apparaît et qui n'est pas du tout beau. Donc c'est tout le problème des photos, soit à fort ISO, soit prises dans la pénombre, ou avec des zones d'ombre que l'on aura voulu trop éclaircir. Ça, c'est un gros problème. Je vais rester sur celle-ci qui est caractéristique, même si la photo elle-même nous intéresse moins pour le moment, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Quand je viens donc dans mon menu détail, dans la deuxième partie, j'ai en haut mon bruit de luminance sur lequel je vais pouvoir travailler, et en dessous j'aurai mon bruit de couleur. Pour le bruit de luminance, alors quand on ne l'a pas traité, il est à 0, il suffit que je donne un tout petit peu de mouvement vers la droite. Vous voyez, là j'ai donné 3 points, peu importe. Je vois qu'en dessous j'ai deux curseurs qui s'allument, un curseur détail, un curseur contraste. Donc ce qu'il va falloir que j'arrive à faire, c'est à jouer sur ces différents curseurs pour d'une part réduire l'apparence du bruit ici sur ma photo, mais en conservant un minimum de détails quand même dans les ombres, et, enfin dans l'image d'ailleurs, pas que dans les ombres, et de même un minimum de contraste. Il faut bien comprendre que plus j'augmente ma correction ici de bruit de luminance, vous voyez ce qui se passe à l'écran, plus je lisse ma photo jusqu'à un point où la photo peut paraître totalement non naturelle parce qu'elle est trop lissée. Donc il faut que j'arrive à revenir en arrière, vous voyez, mais en jouant sur ces autres curseurs de façon à jouer. J'ai gardé un petit peu plus. Si vous voyez le niveau de détail quand je le baisse, quand je le monte, alors c'est très sensible. Je ne sais pas si vous le voyez, il faut vraiment avoir le nez sur l'écran. Plus je baisse, plus j'apporte ici vers le 0, plus je baisse mon curseur détail, moins je vais avoir de détails. Plus je monte vers la droite, plus j'augmente ma valeur, plus je vais voir du détail arriver. C'est la même chose ici pour contraste. Plus je l'envoie vers la droite, plus on voit un peu le contraste monter. Vous voyez ici, on le voit mieux. Si je le ramène vers la gauche, le contraste sur les pixels ici disparaît. Donc il va falloir trouver un compromis entre les trois pour ne pas mettre trop de bruit de luminance
ce qui enlèverait du piqué à la photo parce que le lissage serait trop important, et en jouant sur le détail et le contraste. Ça, c'est vraiment en zoomant et en regardant ce qui se passe que vous allez le trouver. Le deuxième bruit qui est un peu moins fréquent, mais qui existe, c'est le bruit de couleur. Et bien, on a exactement la même chose ici. On a un réglage, vous voyez, alors que si j'enlève le réglage du bruit de couleur, le débruitage plus exactement, du bruit de couleur, je vois totalement ce qui apparaît. Là, on voit le bruit de couleur de façon très nette. Vous voyez, tous ces pixels qui sont des artefacts qui sont totalement créés, qui n'existent pas dans la photo. C'est cela que je veux supprimer. Donc j'augmente ma correction, mais pareil, il faut que je garde du détail. Et ici, je peux jouer également sur le lissage. Là, on le voit sur la photo. J'enlève le lissage, on voit, regardez cette zone-là qui va évoluer. J'en rajoute, j'en enlève. J'ajoute, j'enlève. Donc là, encore une fois, c'est un compromis entre les trois curseurs qu'il va falloir faire. Par défaut, souvent, vous allez avoir un pré-réglage du bruit de couleur et la luminance qui sera à 0. Le plus souvent, ça dépend de facteurs que je ne maîtrise pas totalement dans Lightroom, mais peu importe, on voit bien où se trouvent les curseurs au début. Donc voilà pour la réduction du bruit. Ce n'est pas forcément le logiciel qui débruite de façon la plus efficace. Personnellement, j'utilise, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, le module qui vient de la collection Nik Software. Et quand vraiment le bruit est trop important et que je n'arrive pas à le réduire avec ni Nik Software ni Lightroom, à ce moment-là, je vais uniquement débruiter dans DxO et je reviens à Lightroom. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je maîtrise plus Lightroom que DxO. Mais comme vous pourrez voir si vous allez faire un tour sur DxO, tout ce que je suis en train de vous expliquer pour Lightroom, on a à peu près les mêmes fonctions dans le deuxième logiciel. Bien, je reviens maintenant à ma photo initiale, qui elle n'avait pas beaucoup de zones d'ombre, et donc le grain, on peut aller vérifier par ici, mais voilà, le grain on ne le voit pas du tout. Donc vous voyez, je vérifie sur un aplat, parce que sur les détails vous aurez plus de mal à le voir, mais sur un aplat, c'est une zone lumineuse, le grain n'est pas du tout visible, d'autant que ma photo devait être prise à des ISO assez bas. Je présume dans les 200 ISO, qui est mon réglage de base, le plus souvent le minimum. Si je continue maintenant à descendre dans mes menus, je vais arriver à ce menu correction de l'objectif. Il faut savoir que tout objectif, même le meilleur, présente un certain nombre de défauts qui sont des déformations de l'image qui sont dues à la conception des lentilles. C'est inévitable. Même des objectifs très chers ont peut-être moins de défauts, mais ils ont tous un certain nombre de défauts. Le logiciel Lightroom, comme les autres logiciels d'ailleurs de dérotisation, vont nous permettre, en activant ici, vous voyez, le profil de création, regardez bien ce qui se passe, sur les bords en particulier de l'image, vont me permettre de corriger les déformations de cette image. Une fois que j'ai activé ma correction, je peux vérifier en dessous ici le profil de l'objectif pour voir si le logiciel a bien retrouvé dans les données de la photo, les données EXIF, si l'objectif que j'utilisais. Donc à l'époque, c'était un D300 que j'avais comme boîtier, et sur ce D300, j'avais effectivement bien monté un objectif de marque Sigma, qui est le zoom 10-20 ouvrant à 4-5-6. Si ce n'était pas celui-là, je pourrais, vous voyez, revenir dans les menus, choisir la marque, choisir l'objectif dont il s'agissait, et une fois choisi, automatiquement, les déformations liées à cet objectif seront corrigées. Si ça ne suffisait pas, vous voyez qu'ici j'ai la possibilité d'aller un petit peu plus loin, je peux aller travailler sur des distorsions ici, regardez à la zone périphérique de l'image, ou des distorsions liées à un vignettage. Je peux corriger un petit peu plus loin, manuellement,
ce que proposait le réglage automatique. Ça, c'est quelque chose auquel on passe très peu de temps, oui, on active et on vérifie si l'objectif est le bon. Si éventuellement, ce qui est le cas des grands angles, on a besoin d'aller un petit peu plus loin, ou des très grands angles, alors dans les versions antérieures de Lightroom, on avait un onglet qui se trouvait ici pour aller manuellement corriger nos défauts. Dans les versions plus récentes, cet onglet a été rajouté dans un menu, transformation, et dans les transformations, on va pouvoir retrouver des curseurs qui nous permettent à la main d'aller changer les déformations de la photo selon les différents axes vertical, horizontal, rotation, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire à la main, en double-cliquant sur le titre « Je reviens à mon point de départ », comme dans tous les menus, et je peux donc corriger entre ces deux menus la photo, enfin les déformations physiques, optiques liées aux objectifs. Dernier menu auquel je vais m'intéresser ici, c'est le menu Effets, avec deux sous-parties. Une partie qui va être liée au vignettage, une partie qui va être liée au grain. Le vignettage, c'est normalement un défaut de l'objectif, vous voyez, qui a tendance à assombrir ou à éclaircir, je vais exprès aux extrêmes, les coins extérieurs de la photo. C'est souvent un défaut, mais une fois qu'on a corrigé ce défaut optique, c'est-à-dire les déformations qui sont liées à ce vignettage, on peut tout à fait avoir envie de faire ce qu'on appelle fermer la photo, c'est-à-dire empêcher l'œil de trop aller vers l'extérieur, le concentrer vers le centre, et dans ce cas-là, on va pouvoir ajouter manuellement du vignettage qui ne sera là que du vignettage de lumière. Soit un vignettage positif avec plus de lumière, ce qui n'est pas très courant quand même, soit plus souvent, moi ce que j'utilise très souvent, un vignettage vers le sombre. Alors là j'exagère exprès pour vous montrer ce que ça va donner, mais un vignettage vers le sombre qui consiste, si on n'en donne pas beaucoup, vous voyez, juste rajouter un petit peu de densité dans ces coins-là, peut-être un peu plus dans le bas. Voilà, il faut trouver un compromis entre le sombre et le clair pour que l'œil ne s'y attarde pas, mais en même temps pour que la luminosité reste sur la partie de l'image plutôt centrale sur laquelle on veut que l'œil se focalise. Alors je vais remettre exprès beaucoup de vignettage pour vous montrer les autres réglages qui sont disponibles. Je peux régler ce qui s'appelle le milieu ici. Je vais régler la taille, en fin de compte, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça milieu, je préférerais appeler ça taille, la taille de la forme dans laquelle va s'inscrire ce vignettage. Je peux régler son arrondi, c'est-à-dire rectangulaire, rond, et tous les dégradés qu'on a entre deux, de façon à ce que mon vignettage s'adapte le mieux à la forme de l'image et à la partie de l'image que je veux mettre en valeur. Le contour progressif, eh bien c'est soit très net, soit très progressif, avec toutes les possibilités entre deux. Et les hautes lumières vont jouer sur, vous voyez, comme son nom l'indique, les hautes lumières à l'intérieur du vignettage, ce qui permet de sauvegarder un peu un effet trop marqué au niveau du gain. Ici, c'était du volume de vignettage apporté. J'avoue que celui-là, je ne l'utilise pas très souvent. Par contre, je mets très souvent dans mes photos un tout petit peu de vignettage de façon à garder l'œil à l'endroit où j'ai envie qu'il soit dans ma photo. Donc voilà à peu près ce que l'on peut faire pour un développement global de la photo grâce à Lightroom. Vous vous rappelez qu'on a à disposition dans l'historique toutes les opérations. Ici, je fais dérouler avec le curseur de ma souris, avec la molette de ma souris, toutes les opérations. Au début, j'avais ça. À la fin, je suis arrivé à ceci. Je vous rappelle qu'on peut le visualiser également de cette façon double ici.
Et si je veux continuer à faire des modifications, eh bien, je peux tout à fait revenir, par exemple, dans les réglages de base, pour, on va sous-exposer un petit peu ma photo, pour lui donner un peu plus, voilà, de pêche dans les couleurs. Et vous voyez ici que je n'ai pas touché à la visualisation de référence, je vois simplement ici apparaître dans la photo les modifications que j'apporte. Toujours possibilité de zoomer entre les deux mêmes parties des deux images. Et donc je peux revenir à n'importe quel moment sur n'importe lequel de mes menus de façon à arriver à ce que j'ai envie de montrer à la fin de ma photo. Voilà donc pour le développement global. On passera à la prochaine séquence à tout ce qui a trait au développement plus ponctuel dans des zones particulières de la photo qui nous permettront d'affiner encore ce que l'on veut faire.